où on va traiter un petit peu de l'approche énergie-climat à travers le secteur du bâtiment. En fait, il y a une première conférence qui avait été organisée, alors on disait que c'était début septembre, je crois que c'était le 4, et je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui étaient déjà présents. C'était à l'Amphi du Sénéchal, et il y avait Cédric Ringenbach, directeur du think tank The Shift Project. Je ne sais pas si tout le monde connaît le Shift. Le Shift, en fait, c'est une structure qui travaille à la décarbonation de l'économie, dont Nicolas Gourdin, qui représente l'ISAE Super Héros, ce soir en est membre. Voilà. Et le format qu'on avait proposé, c'était une intervention sur les changements climatiques, où Cédric expliquait un petit peu les différents mécanismes. Et la deuxième partie, c'était un format de table ronde où on avait fait intervenir des différents entrepreneurs qui parlaient de leur quotidien professionnel. L'idée, c'était de se dire que le changement climatique, c'est un sujet qui est relativement anxiogène. Et pour ne pas se prendre une claque et repartir sans trop savoir quoi faire, on avait proposé à différents entrepreneurs de parler un petit peu de solutions et d'alternatives qu'ils proposent. Voilà. Donc, en ce début d'année 2016, bonne année à tous déjà pour commencer. Pour nous, ça démarre un petit peu sur les chapeaux de roue. Et donc, dans la continuité de cette première conférence, on a décidé de cibler un certain nombre de verticalités secteurs, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de changement climatique, il y a un certain nombre de secteurs qui émettent des émissions de gaz à effet de serre, et le bâtiment en fait partie. Donc, je rappelle quelques chiffres, là, je vais aller vite, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter après. Le secteur du bâtiment, c'est la moitié des consommations de l'énergie finale de la France. D'accord ? Et ça représente à peu près un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, l'approche qu'on propose, c'est finalement de décloisonner un petit peu différents sujets techniques qui sont relatifs à l'énergie et au bâtiment, avec une approche transversale à travers la sociologie. Donc je laisserai les différents intervenants rentrer un petit peu plus dans le détail. Je vais juste revenir sur les structures organisatrices. Donc on a l'Université fédérale Midi-Pyrénées. On n'a pas de représentant ce soir. C'était Alice Roy. Alors je ne sais pas si quelqu'un la connaît, mais elle a dû quitter. Elle a été quittée. Elle est partie en pays narbonnais. Ça nous a tristé. Et Madame Zélem, bonsoir. Vous pouvez venir là. Qui est notre troisième intervenante. L'ISAE Super Héros, donc représenté par Nicolas Gourdin, qui est enseignant-chercheur. Voilà, on ne dirait pas plus, on posera peut-être des questions après. Avenir Climatique, qui est une association nationale qui a vocation à faire des enjeux énergie-climat une priorité nationale auprès du grand public et surtout des étudiants en enseignement supérieur. Et il y en a un certain nombre qui sont cachés parmi vous ce soir, notamment des Toulousains et un Bordelais. Avenir Climatique a participé à un projet notable qui a eu lieu juste avant la COP21 qui s'appelait la COI, la conférence des jeunes, la 11e du nom. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler ou pas. Ok. C'était vraiment ciblé aux jeunes. Moi j'étais pas jeune. Okay. Bon, il y avait 6000 jeunes, 120 nationalités représentées, et la finalité en fait ça a duré 3 jours. La finalité a été de remettre un manifeste qui a été rédigé par 55 nationalités différentes en personne à Nicolas Hulot, à Laurent Fabius, et le premier jour de l'ouverture de la COP à François Hollande qui est passé nous voir. Donc on était relativement fiers de ça. Avenir Climatique s'est fait connaître aussi par un projet qui s'appelle le Climarathon, dont le principe était d'aller former les étudiants aux enjeux énergie-climat directement dans leur établissement. Et grâce à cette opération, on a pu toucher un peu plus de 2000 étudiants entre le 15 octobre et le 30 novembre. Et Climarathon, jeu de mots subtil entre climat et marathon, donc il y avait 42 jours entre les deux, on devait faire un nombre de confs, le plus de confs possible. Enfin, le cluster bâtiment économe, si certains sont de la région, vous avez peut-être entendu déjà parler, puisque c'est une structure associative à but non lucratif qui existe depuis 2006 et qui s'est relancée là très récemment. On a fait l'Assemblée Générale le 13 octobre dernier. Donc là aussi, il y a un certain nombre de membres du cluster qui sont un peu cachés dans la salle. Et Philippe Boursier, qui représente le cluster ce soir, qui est président, et ingénieur chez TPF accessoirement avec son collègue. Voilà, et le cluster donc, qui se relance petit à petit, qui va traiter un certain nombre de sujets, notamment la rénovation énergétique des bâtiments, qui représente un potentiel assez important en termes d'économie d'énergie. Puisque si je rajoute un dernier chiffre, on estime entre 60 à 75% le nombre de bâtiments déjà construits en 2050. Voilà. Donc on voit qu'il y a un gros sujet sur la rénovation des bâtiments existants. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si, un truc important pour le déroulement de la soirée, donc on fait une première partie où il y a 3 interventions de 20 minutes.
avec, je sais pas, alors chaque intervenant fera comme il veut, s'il veut prendre les questions en même temps qu'il présente ou après, enfin, ça vous le direz. Il y aura un échange débat juste après, et pour ceux qui veulent rester, on va aller boire un coup au café associatif chez ta mère. Ouais, le nom est sympa, le café est sympa aussi. C'est pas très loin d'ici, c'est rue des Trois Piliers. Voilà, pour continuer le débat ou parler des structures qui ont organisé ce soir, sachant que bon, elles sont toutes à la recherche de bénévoles actifs en ce qui concerne le cluster et avenir climatique. Sans plus attendre, je laisse la parole à Mathieu Bont, qui est le premier intervenant de la soirée. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler ce soir de l'occupant dans la simulation du bâtiment. Déjà deux petits mots sur moi. Donc, je suis docteur en énergie de transfert de l'Université de 3. Sinon, je suis aussi secrétaire, donc Benoît vient d'en parler, du cluster bâtiment économe, et accessoirement, j'ai un métier et je suis data scientist chez Intel Technologies, donc c'est une start-up qui travaille dans le bâtiment connecté. Je vais vous présenter ce soir quelques éléments de mes travaux de thèse. Donc, désolé Françoise Tellier qui était ma directrice de thèse, tu ne vas pas apprendre grand-chose dans cette présentation. Donc, un petit peu de contexte pour commencer. Donc, il faut savoir que 80% de nos consommations reposent sur l'utilisation d'énergie fossile. Donc la particularité de ces énergies, c'est qu'elles émettent derrière des gaz à effet de serre, comme vous le savez, j'imagine, et qui a pour conséquence le réchauffement climatique. Donc pour pallier ce problème, en fait, on a deux solutions. La première, ça va être de produire sans polluer, donc via les énergies renouvelables. Et la deuxième, ça va être de consommer moins. Donc ici, je mets consommer moins, mais à confort égal, parce qu'au final, c'est pas très compliqué de consommer moins. Il suffirait d'arrêter de se chauffer, par exemple. On arriverait du coup à limiter le réchauffement climatique, mais on perdrait notre confort de vie et notre confort de vie actuel. Donc l'enjeu ici, en fait, c'est de consommer moins, mais garder ce confort. Donc, Benoît a énoncé quelques chiffres. Donc le bâtiment, c'est 48% de la consommation finale. Donc, vous voyez, loin devant les transports et l'industrie. Donc ici, on a un enjeu clair derrière, ça va être de construire des bâtiments qui vont être plus performants d'un point de vue énergétique. Donc pour cela, les ingénieurs actuellement dans les bureaux d'études s'appuient sur des outils de simulation numérique. Ici, je fais une comparaison. En fait, à gauche, vous avez un schéma d'une simulation aéronautique. Donc là, c'est une étude qui permet en fait d'optimiser la consommation de carburant des avions, et bien ça va être la même chose pour les bâtiments. On va avoir des outils similaires pour optimiser la consommation de ces bâtiments. Il y a un problème à l'heure actuelle, c'est qu'on constate de fortes différences entre ce qu'on calcule avec ces outils-là et ensuite la réalité du terrain. Donc on va aller poser des capteurs, par exemple, dans les chaufferies, et on va s'apercevoir que les consommations ne sont pas du tout celles attendues. Et on a donc cet écart d'environ 150% constaté. Les anglo-saxons appellent ça le performance gap, c'est l'écart de performance tout simplement. Donc on peut voir diverses causes de ce performance gap. Donc tout d'abord, les hypothèses par rapport aux fichiers météorologiques, puisqu'on emploie en fait ces données météo dans les logiciels de simulation. Ensuite, on a les calculs sur les enveloppes, puisqu'ici on va avoir des transferts thermiques donc plus ou moins complexes suivant les hypothèses. Là aussi on a des incertitudes, on va aussi avoir des incertitudes sur les variables d'entrée en simulation, donc d'entrée de la simulation, par exemple la conductivité thermique de tel ou tel matériau. Et aussi on va avoir des incertitudes en phase de construction. Donc là c'est vraiment la mise en œuvre au final de ces matériaux. Et l'incertitude la plus forte, donc ça c'est l'Agence internationale de l'énergie à travers l'annexe 53 qui le stipule, provient en fait du comportement des occupants. C'est-à-dire que dans ces simulations, on va avoir notre modèle de bâtiment avec les murs, etc. Mais on modélise très mal, voire pas du tout, le comportement des occupants. Donc là on a une grosse source d'incertitude. Pendant mes travaux de thèse, on a fait une petite étude expérimentale. Donc là, il s'agissait de bureau, donc c'est pas du résidentiel. Et on a déjà constaté quelques différences entre, vous voyez à gauche, ça va être nos résultats expérimentaux, donc sur le terrain, et à droite, c'est des hypothèses de calcul, on va dire, plutôt usuelles, c'est ce qu'on utilise généralement au bureau d'études.
Voilà, donc première différence, la température d'air relevée donc pendant la saison hivernale, on a constaté une température moyenne aux alentours de 21 degrés, avec des pointes à 26 degrés. Et au contraire, pour l'hypothèse de simulation, donc notamment en RT 2012, la température réglementaire est de 19. Donc on voit déjà ici un écart. Donc on peut déjà présupposer des différences de consommation à venir au niveau des résultats. Ensuite, au niveau des stores qui ont un impact plutôt conséquent, puisque c'est ce qui va tempérer en fait l'apport solaire à travers les parois vitrées qui va permettre de réchauffer l'ambiance en hiver. Donc on a constaté qu'ils étaient ouverts le jour, tout comme la nuit. Les hypothèses de simulation, à l'inverse, c'est fermer la nuit. Alors pourquoi on prend ces hypothèses habituellement? C'est pour ajouter une résistance en plus par rapport au vitrage et ainsi consommer moins. Sauf qu'au final, on constate que les personnes ne le font pas dans la réalité. Ensuite, sur l'éclairage, qui est aussi là un poste de consommation plutôt important, surtout avec les bâtiments de plus en plus performants, on voit que l'éclairage est allumé en fin de journée. Et à l'inverse, dans la simulation, on voit qu'il est allumé, pris en compte, allumé pendant toute la période d'occupation. Sur les fenêtres, donc là, ça va être plutôt joué sur le confort d'été. On a constaté que les occupants ouvrent la fenêtre pendant les heures d'occupation, pendant la journée, donc là où les températures extérieures, au final, sont les plus élevées. Donc en fait, il faut rentrer de l'air chaud. Et ça bénéficie quand même à leur confort, puisqu'il va y avoir un mouvement d'air ensuite dans la pièce. Et vous voyez ici, dans la simulation, on a une hypothèse autre. Donc tout ça pour dire que toutes ces différences-là vont amener derrière ce fameux performance gap. Donc l'enjeu, ça va être de modéliser le comportement des occupants. Donc on peut se baser sur 3 phrases clés qu'on trouve dans la littérature. La première de Nicole Humphreys en 2002. Donc si un inconfort apparaît, le sujet va agir pour rétablir une situation de confort. Donc ça nous donne le moteur en fait. Le moteur, ça va être vraiment l'inconfort. Ensuite, Schweiker en 2010 dit que pour caractériser le comportement de l'occupant, il faut prendre en compte sa sensation. Donc sensation, confort, là on commence à approcher de quelque chose. Et enfin, Langevin et Hall nous dit que l'approche actuelle de modélisation donc, repose sur la prise en compte du confort comme moteur d'action. Voilà. Donc à partir de ces 3 phrases, on distingue déjà une méthodologie peut-être qu'on va pouvoir mettre en place pour modéliser le comportement de l'occupant. Donc là, juste un petit résumé. Donc l'objectif, ça va être la prédiction du comportement dans la simulation. Et les moyens, ça va être la modélisation du comportement à partir du confort de cette sensation. Donc là, je mets entre guillemets le mot confort, puisqu'on ne peut pas, à proprement parler, on ne peut pas vraiment modéliser en fait le confort, puisqu'il y a des aspects psychologiques, et ça, il n'y a aucune formule qui est capable de le prédire. Donc tout ça pour avoir derrière des résultats plus précis, donc une meilleure conception de ces bâtiments, derrière une baisse des émissions de gaz à effet de serre, et le but ultime, ça va être de limiter le réchauffement climatique. Voilà, donc là c'est un diagramme qui montre différentes actions qu'on peut réaliser chez nous ou au travail, pourquoi pas. Donc on a des actions sur la tenue vestimentaire, sur le thermostat, etc. Et on voit ici déjà, voilà, donc il y a 2 conforts qui vont ressortir, 2 types de confort. On va avoir le confort thermique d'une part et le confort visuel. Et après on peut penser aussi à d'autres types de confort, le confort olfactif qui peut occasionner les ouvertures de fenêtres, par exemple, le confort acoustique, le même, qui va occasionner certaines actions. Donc la première des choses, ça va être de modéliser le confort thermique de notre simulation. Donc pour ça, on s'est basé en fait sur un modèle de thermophysiologie donc qui modélise les réactions de sudation, par exemple de transpiration, de vasoconstriction, de vasodilatation, etc. Et on a 3 couches. La première, ça va être le noyau, donc au centre, ça c'est vos organes. La deuxième, c'est la périphérie, donc notre calcul au niveau de la peau. Et le troisième autre calcul, c'est les vêtements. Voilà. Et en entrée de ce modèle, donc on va avoir la température d'air, des variables physiques, la température moyenne de rayonnement, donc ça pour estimer vos pertes par rayonnement par rapport aux parois froides, par exemple, l'humidité relative, la vitesse d'air, etc. Et enfin, en deuxième point, l'activité des vêtements en entrée. Et ça va nous permettre, donc ce modèle va nous permettre derrière de calculer une sensation thermique. Donc, une sensation thermique, c'est un vote qui va de -3 à +3. Donc -3 étant G très froid et +3 étant G très chaud. Voilà. Donc on va pouvoir calculer ce vote-là.
Le deuxième, c'est un modèle de sensation visuelle, je ne rentre pas trop dans les détails là. En fait, le confort visuel est influencé par deux grandeurs principalement, donc très clairement sur le plan de travail. Ça va être la quantité ici de lumière en luxe sur le plan de travail, et la deuxième grandeur est l'éblouissement, que ce soit artificiel ou naturel. Ici, vous pouvez voir donc un schéma de la simulation actuelle, la simulation usuelle employée en bureau d'études. Donc on a un modèle météorologique, donc ça peut être des données, par exemple une moyenne des 10 ans, des 10 années précédentes. Et en fait, ce climat modélisé va avoir une influence derrière sur le modèle de bâtiment. Donc, le modèle de bâtiment, c'est quelque chose dans lequel vous allez rentrer la géométrie de vos bâtiments, les parois vitrées, les caractéristiques des parois aussi, la résistance thermique, ce genre de choses, la ventilation. Donc, vous modélisez ce bâtiment, donc ça c'est ce qu'on fait actuellement. Nous, ce qu'on a proposé, c'est d'ajouter un composant en fait, de la simulation qui va permettre de calculer le confort, là encore entre guillemets, puisqu'on calcule en réalité des sensations. Et ensuite, un module d'action. Vous voyez différentes actions ici qui sont schématisées. L'idée, c'est de faire agir l'occupant lorsqu'il se retrouve dans une situation d'inconfort, donc après les calculs. Vous observez aussi ces flèches-là, rétroactives. Donc en fait, quand l'occupant va exécuter une action, cette action aura un impact derrière sur l'ambiance thermique, par exemple s'il augmente la température du thermostat, ou s'il change sa vêture, il aura un impact sur sa sensation. Il reste cependant un lien ici. Donc en fait, c'est quelle action effectuer pour retrouver une situation de confort. C'est-à-dire si l'occupant dans la simulation a froid, est-ce que allumer la lumière va l'aider? Peut-être pas. Ça, il va falloir qu'il l'apprenne. Donc pour ça, on a utilisé un algorithme d'intelligence artificielle, d'apprentissage par renforcement, pour être plus exact, qui fonctionne comme suit. Donc en premier, on va avoir un recueil d'informations. Donc on essaie vraiment là de calquer sur notre processus humain. C'est-à-dire que d'abord, on va recueillir l'information. Si j'ai froid, je vais essayer d'aller faire une action. Donc, on va avoir un choix d'action. Donc aléatoirement, l'occupant va effectuer cette action. Ensuite, il va juger cette action par rapport à son confort. Par exemple, s'il ouvre la fenêtre en plein hiver, il va s'apercevoir peut-être que ce n'était pas une super idée. Donc il va juger cette action et il va affecter un score à cette action. Voilà, donc, par ce mécanisme en fait, de répétition, il va apprendre quelles actions réaliser, quelles actions sont bonnes pour maintenir son confort. Ici, on a un résultat de la simulation. Donc là, c'est une simulation où l'occupant peut seulement agir sur sa tenue vestimentaire. Ici, on voit qu'il agit aléatoirement. Vous voyez, il y a des variations faites sur la courbe jaune qui représente la vêture. Et donc ces variations vont avoir une influence sur sa sensation thermique, ici en noir, vous voyez, qui varie grandement. Et là, il est en phase d'apprentissage. On va lui faire comme ça apprendre peut-être 1 année, 2 années, 3 années dans la simulation. Donc, bien sûr, s'accélérer. Et derrière, on va avoir une phase d'exploitation. Donc une fois que la base de connaissances de cet occupant est constituée, il va tout seul gérer sa vêture. Voilà, pour garder une sensation thermique proche de 0. Donc là, 0, c'est une sensation neutre. C'est ce qu'on avait pris comme hypothèse pour avoir une sensation de confort. Donc là, c'est sur la vêture, mais vous pouvez imaginer derrière qu'on modélise d'autres actions, le thermostat, l'ouverture des fenêtres, l'allumage de l'éclairage, etc. Donc là, je montre un petit exemple d'application. Donc on a souhaité comparer une simulation classique, donc simulation de bureau d'études, avec une simulation où là, l'occupant règle lui-même le thermostat. Donc au niveau des résultats, on a la première simulation, on trouve 28 kWh par mètre carré par an. Donc là, il s'agit de consommation de chauffage, pardon. C'est des besoins de chauffage, pardon, pas des consommations, des besoins de chauffage. Et la simulation 2, on trouve 56. Donc le résultat est bien différent. Et là, donc la température de consigne pour la simulation 1 est de 19 degrés, ça c'est normal, on l'a fixé. Et pour la simulation numéro 2, on retrouve 21,2. Il se trouve que 21, en fait, c'est une température dite de confort qui a été trouvée dans de nombreuses études. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec des choses complètement artificielles, on retombe quand même sur des résultats relativement plausibles. Voilà, donc ici,
on constate aussi cet écart de performance, donc ici d'un facteur 2, donc de 100%. On n'est pas au niveau des 150%. Mais voilà, ça donne une idée, donc on va quand même dans la bonne direction. Je vais conclure maintenant. Donc on a vu le rôle important en fait, de l'occupant dans ces écarts de performance. En fait, il y a peut-être deux choses à retenir de cette présentation. Donc, la première, c'est que si on ne prend pas en compte l'occupant en phase de conception dans ses calculs, on s'expose à des dérives derrière de consommation. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir absolument baser notre méthodologie de modélisation sur le confort, donc qu'il soit thermique, qu'il soit visuel. On peut penser à d'autres types de confort, olfactifs comme je l'ai dit tout à l'heure, ou acoustiques, qui vont influencer notre comportement. Le but de tout ça, ça va être de prédire le plus précisément possible ce comportement et ainsi avoir des résultats le plus juste possible. Et je vais simplement terminer par la phrase suivante, qui est « Essayons d'adapter les bâtiments aux occupants plutôt que de faire l'inverse, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui. » Je vous remercie. Du coup, on prend quelques questions pour Mathieu qui vient de nous assommer gentiment, mais sur là. Du coup, on n'a pas de micro, alors vous levez le doigt et puis on donne la parole, comme à l'école. Oui. Bonjour, Didier Bonheur, Godot. Je trouve ça très intéressant. Déjà, je pense que ça ferait faire des gros progrès à la conception du bâtiment au niveau thermique, d'intégrer ce genre de simulation. Il me semble qu'il faut aussi aller sur le terrain, parce que nous, on est capable de faire, pour aller observer le comportement réel des futurs usagers quand ils sont disponibles. Quand on parle justement de rénovation, la plupart du temps, on a des gens dans les bâtiments. Donc on peut voir comment ils fonctionnent, comment ils utilisent le bâtiment. Pour donner un exemple, dans le cadre de la conception d'une école, d'un groupe scolaire pour la ville de Toulouse, qui devait être super bien au niveau développement durable, un truc vraiment top, nous, on n'a pas pu faire avancer les bureaux d'études et le maître d'ouvrage parce qu'il y a une grosse résistance, c'est RT 2012 et puis c'est tout, quoi, donc du normatif. Alors qu'on pouvait, nous, démontrer et montrer par les observations qu'on avait faites que mettre un sas à l'entrée de l'école en pensant qu'un double sas, avec des portes classiques en plus, pour améliorer les choses, ça serait, en pensant qu'il serait fermé, donc on calculait la thermique à partir de très peu de circulation d'air entrante ou sortante, eh bien ça serait n'importe quoi, parce que 4 heures par jour, ça serait coincé avec et que le sas serait complètement ouvert, parce que on ne peut pas passer avec une poussette, un gamin à la main, etc. Dans une école, ça circule et on ne peut absolument pas supporter un sas. Donc, et ça, évidemment, on ne pouvait pas le dire. Enfin, c'était inacceptable. Parce que ça demandait après de faire, pour arriver à la cible, BVC, etc., ça demandait de faire autre chose que ce qui se fait habituellement et des coûts supplémentaires. Donc je pense que si on n'arrive pas à ça, aller voir vraiment le comportement réel, des fois peut-être pour mettre en place un système pour le faire évoluer, mais aussi dans le cas là, en l'occurrence, c'est pas possible, il faut le prendre en compte comme une entrée de la simulation. Comme hypothèse de comportement normal d'usage du bâtiment. Voilà, moi, il me semble que ça, il y a un petit problème là-dessus. Madame Zellem, elle apportera quelques éléments par rapport à ça. C'est pas le mieux placé pour répondre à ça, mais c'est sûr qu'il faut prendre en compte ces éléments au niveau de la simulation. Donc là, dans ce que je vous ai présenté, on est clairement très loin de prendre en compte ces éléments-là. Par contre, oui, il va falloir un moment ce genre d'indication qui viennent de l'usager, des enquêtes de terrain notamment. Qui c'est qui a une question? Ah oui. Je te demandais qui donnait la parole. Non, en fait, ce que vous soulignez là, ça rejoint aussi un problème central, c'est qu'il n'y a pas que l'occupant qui
génère des zones d'incertitude. Il y a aussi tous les professionnels qui gravitent autour des bâtiments et qui prennent un certain nombre de décisions qui n'ont pas nécessairement le bon sens. Donc là, on se heurte à la problématique de la culture de chacun et comment la faire évoluer, ce qui suppose du travail de formation et pas simplement de la sensibilisation ou de l'information, c'est du travail de formation. Et là, c'est du temps long, c'est pas se faire du coup, le temps long, c'est incompatible avec les urgences qu'impose la transition énergétique, etc., etc. Donc on est un peu coincé. Cécile? Donc Cécile Montreux, donc moi, effectivement, ma première réaction, forcément, quand on modélise de l'humain, elle est un petit peu hérissée, parce qu'on ne peut pas toujours plaquer même sur les vivants, ça va être chose au départ. Mais cela dit, je trouve très intéressant la démarche parce que ça permet quand même d'intégrer cette réflexion-là dans une approche technique type simulation thermodynamique, puisque je pense que c'est un peu ça l'idée à la fin. Bien sûr, c'est complètement complémentaire, à mon avis, d'étudier des usages beaucoup plus vastes, comme vous dites, comme voilà, effectivement, les gestionnaires, les entreprises qui approviennent par la suite, etc. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez pu du coup le mettre en pratique déjà sur un certain projet, soit de construction, soit de rénovation, et le conflit d'usage avec justement ce qu'on vous demande en termes de calcul thermique, etc. Est-ce que vous avez réussi à faire un peu cet exercice-là? À appliquer en fait, Pardon? à appliquer ces calculs-là. Ouais. Non, en réalité, non, pas du tout. D'accord. Parce que maître d'ouvrage pas forcément là-dessus, parce que maître d'ouvrage pas ouvert à ce genre de choses? Non, parce qu'on n'a pas essayé de l'utiliser sur un vrai projet. Ouais. Je vais peut-être répondre, puisque Mathieu a fait sa thèse avec moi dans le labo. Je dirais que c'est tout le problème du gap qu'il y a entre ce qu'il y a dans les labos et le métier du bâtiment, qui est très très lent à la réaction et qui est très très méfiant et peu ouvert à la recherche. Parce on peut que comprendre l'intérêt d'un maître d'ouvrage de se dire que tout de suite, son bâtiment va exploser, enfin, il va avoir 50% ou 100% de consommation en plus, alors qu'il demande des performances. oui, mais tout ce qu'on conçoit à l'heure actuelle, c'est BBC sur le papier, et c'est pas du tout dans la réalité. Or, le réchauffement climatique, c'est la réalité. Donc, si on fait tout bien sur le papier, mais pas dans la réalité, je pense qu'on va pas aller très loin. Et cette RT là, enfin, en France, la RT, je le dirai jamais assez, c'est un fléau. On fait des calculs avec des choses que les gens supportent pas. Donc, forcément, ça tient pas, quoi. Et je dirais la RT, si elle veut aller dans les économies d'énergie, il pourrait mettre la température de consigne à 15. Et là, on va être de baisser sur le terrain à mort, quoi. Mais on oublie les occupants. Il y a Pascal qui veut... Pardon, vas-y, finis. Oui, juste, enfin, tout maître d'ouvrage rêve de construire un bâtiment qui ne serait jamais occupé. Voilà. L'habitant est un emmerdeur. Pour parler clairement. Troisième intervenant. Ce que j'entends dans ta question, il y a cette question de qu'est-ce que tu fais quand tu as deux simulations qui disent deux choses différentes et que tu veux appliquer à un vrai bâtiment. Ça, c'est pas nouveau, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait, avec des trucs moins évolués que ça, mais des simulations thermiques dynamiques d'un côté qui disent quelque chose, de l'autre côté de la RT qui dit autre chose. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, il faut décider. Normalement, c'est le boulot du maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage, voilà, vous avez ces infos-là, de donner le contexte. Et c'est là que ça peut devenir intéressant ou pas. C'est est-ce qu'on a des systèmes qui permettent aux gens de décider. À un moment, il y a une responsabilité à prendre. Et derrière, il y a tout le système de qui prend la responsabilité. Et en général, c'est pour la tête du BO ou de l'archi s'il y a un problème. Mais ce cas-là, il n'est pas nouveau, en fait. Mais ce qui est nouveau, c'est avec des choses comme ça, dans le contexte actuel, c'est est-ce que ça peut effectivement être un outil de décision dans les process techniques. Et comme ça concerne la question de l'usage, la décision, elle est encore différente. Quand on est sur un bailleur social, par exemple, il y a des marges de manœuvre sur un investisseur. C'est compliqué. Oui, vas-y, Damien. Je suis Damien Arbaud, je suis aussi dans l'association Avenir Climatique et je travaille dans un bureau d'études Palanca.
du Conseil en développement durable. Et il me semblait qu'il y avait aussi des différences de comportement dans la conception d'un bâtiment selon les pays. Que culturellement, en France, on ne consomme pas un bâtiment du tout de la même manière qu'en Autriche, quoi. Et est-ce que là-dessus, il y a aussi des points de réflexion qui pourraient alimenter aussi une modélisation comme ça? La démarche de conception. Ouais, qui intègre, ce que j'avais entendu, c'est que typiquement en Autriche, on met beaucoup plus de temps pour concevoir un bâtiment parce qu'il est conçu avec les occupants le plus possible. Bon, c'est peut-être une image un peu idéaliste, mais en tout cas, c'est pas. Enfin, d'après ce qu'on entend aujourd'hui sur l'image du BTP en France, c'est pas du tout cette impression qu'on a ici. Et est-ce que c'est pas des outils qui justement permettraient d'amorcer un peu mieux les dialogues avec les différentes parties prenantes? Je sais pas. Il y avait cette notion du prisme un peu culturel dans la conception de bâtiments que je voulais mettre en avant. Après, très honnêtement, je ne savais pas qu'en Autriche il y avait ces démarches-là. Après, c'est peut-être des projets exemplaires et c'est peut-être relativement marginal par rapport au reste des chantiers en Autriche, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est clair qu'en France, on ne prend pas du tout en compte l'usager. Tous les trucs du Bauhaus, tous les trucs il y a quand même énormément l'histoire des bâtiments énergie positive, etc. C'est quand même vachement teuton, quoi. Oui. Ça vient pas mal de là-bas. Après, on essaie de calquer ces démarches-là de conception en France. Donc là, ça va être un autre problème, mais on a le climat aussi qui ne correspond pas. C'est-à-dire qu'en Allemagne, vous allez surisoler les maisons, tout va bien se passer, puisqu'au final, on a des consommations de chauffage qui sont élevées. Vous faites la même chose à Toulouse, Perpignan, Montpellier. Vous n'allez pas du tout avoir les mêmes résultats. Ouais, et puis si on fait la chose en 2010 et en 2040, c'est pas la même, alors que le bâtiment, il n'aura pas changé non plus. On essaie quand même de calquer ces méthodes sur les pays entre guillemets exemplaires. Alors que peut-être qu'on devrait commencer à réfléchir à des solutions peut-être de pays plus du sud, en tout cas pour le sud de la France par exemple. Alors, parce que Madame Zellem, elle doit partir. On prend une ou deux questions encore et... Il répond. Allez, vas-y. Je réponds plutôt aux questions précédentes. Enfin, justement, les maîtres d'ouvrage ne sont pas complètement idiots, donc pour répondre à ce gap entre le calcul et la réalité, ils commencent de plus en plus à vouloir exiger un engagement de résultat de la part des bureaux d'études. Donc c'est en train de se mettre en place doucement, ça pose de nombreux problèmes juridiques. Mais l'idée, c'est de demander au bureau d'études de s'engager sur les consommations effectives qu'aura le bâtiment. Le problème, c'est que quand on va constater un écart, est-ce qu'on l'impute aux occupants, est-ce qu'on l'impute aux constructeurs, aux concepteurs, etc. Donc ça demande à définir tout un cadrage juridique qui est assez complexe. Et en attendant ça, ce qu'on fait, au moins nous en tant qu'assistants au maître d'ouvrage, c'est que de plus en plus, dans les résultats de la simulation thermique dynamique, on propose plutôt qu'un résultat de consommation sabotant, on donne des fourchettes en fonction de la température intérieure, d'un comportement des occupants très vertueux ou pas du tout vertueux, de manière à ce que le maître d'ouvrage voit déjà que son bâtiment il va consommer de 1 à 3 suivant la combinaison de tous ces paramètres. Vas-y, Geoffrey. Pour aller dans la continuité de Geoffrey Laponi, du bureau d'études, juste dire que oui, en effet, la RT 2012 tue un peu la réflexion. C'est le cas de toutes les réglementations. Là, on est sur un sujet qui touche au confort, qui touche au changement climatique, donc on en parle, mais c'est le cas surtout, c'est 1500 pour l'électricité, l'accessibilité handicapée, toutes les réglementations sont là de toute façon pour tuer, entre guillemets, la réflexion, dans le sens où on ne sait pas faire plus simple en France que de mettre une nouvelle réglementation sur un décret, sur un arrêté, sur un code de la construction, Bon, c'est comme ça, c'est un contexte. Je pense qu'après, on est tous des gens intelligents. Les maîtres d'ouvrage, pour donner un côté positif, s'appliquent de plus en plus dans les projets. Nous, on a travaillé une bonne année de conception sur un projet entre 21h et 23h à coup de jus d'orange, de jus de fruits bio et de galettes de céréales sur un projet qui s'appelle Habitat groupé du Canal, qui a été primé par
le conseil régional, bah ouais, c'est beaucoup de temps quand on veut construire un projet, mais c'est un projet de vie, donc ça mérite ça vaut le coup de le faire. Et puis finalement, notre travail entre guillemets de bureau d'études, il n'est pas si compliqué que ça. On fait des trucs très compliqués avec des simulations, des calculs, etc. Mais il peut être expliqué aux maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage ont envie de l'entendre. Et il faut qu'il soit expliqué de manière assez simple à tous, maîtres d'ouvrage, entreprises. Et c'est ce genre de réunion d'échange aussi qui le permet et sur lequel il faut continuer après derrière d'avoir cette même application d'ouverture constructive pendant les phases de chantier, mais surtout de conception des projets. Merci. Je vous propose qu'on laisse la parole à Madame Zelem, parce qu'il y aura un temps d'échange après aussi. Enfin, je sens bien qu'il y a déjà des points de divergence et ça, c'est intéressant. Mais voilà. Madame Zelem. Bonjour tout le monde. Excusez-moi pour mon retard, mais comme je suis prof à la fac, j'étais en surveillance d'examen jusqu'à 18h30. Donc c'est difficile de jongler avec tout ça. Donc là, je suis sociologue en fait, et je travaille sur les questions d'énergie. Je vais juste faire Donc on a sorti avec un collègue qui s'appelle Christophe Bellé ce bouquin, qui s'appelle Sociologie de l'énergie. Et donc, en tant que sociologue, on questionne l'énergie du point de vue des usages, des pratiques, des comportements, ces fameux comportements qui font problème pour le monde de la technique. Et donc, j'ai proposé d'intituler mon intervention. C'est quoi ce truc-là? Ah oui, d'accord, MIP Israël. Ça fait bizarre de voir. Mon intervention, je l'ai intitulée du paradigme technologique à une approche plus socio-centrée. Alors ça fait un peu jargon, hein, mais je ne savais pas à quel public j'allais m'adresser. Donc pour éviter en fait la mise à l'écart des occupants, des habitants. Et là, le parti pris que j'ai décidé d'adopter, c'est de montrer qu'une approche techno-centrée n'est pas nécessairement la bonne approche, et qu'il s'agirait de combiner cette approche techno-centrée à une approche plus socio-centrée où on replace les humains au cœur de la réflexion, pour éviter justement cette fameuse mise à l'écart des habitants. Alors il y a des diapos que je vais passer, hein, parce que c'est... voilà. Donc l'enjeu de l'intervention, ce serait de montrer que le raisonnement technocentré peut devenir contre-performant si on ne prend pas les dimensions sociales des techniques. Alors dimension sociale des techniques, c'est tout bête, c'est par exemple, voilà, j'ai une bouteille, pour moi c'est une technique, c'est une technologie qui permet de contenir un liquide. Et tout à l'heure, par exemple, j'avais un bouchon et je n'arrivais pas à l'ouvrir. En fait, la dimension sociale de ma bouteille qui est fermée, c'est la réflexion que je dois avoir pour essayer d'ouvrir mon bouchon. Et ça vous est arrivé de ne pas pouvoir ouvrir une bouteille ou une boîte, etc. Donc la dimension sociale de la technique, c'est en fait l'usage que l'on peut en faire. J'ai un ordinateur, là par exemple, je ne sais pas, le courant s'interrompt, je ne sais pas comment faire. Voilà la dimension sociale de mon ordinateur. C'est toutes les actions que je dois réfléchir pour pouvoir faire fonctionner mon outil. Donc l'idée, c'est de questionner le mode linéaire et à sens unique qui revient à penser les technologies indépendamment des utilisateurs. Donc là, on conçoit sur son papier, son bâtiment, ses fonctions, etc. Et puis on va déléguer ou sous-traiter. Et finalement, on va saucissonner le projet qui va être réassemblé par un certain nombre d'intervenants, les artisans, les professionnels du bâtiment, et qui va aboutir à une maison ou à un collectif, ou voilà. Et on est dans un mode linéaire au sens où on partitionne les choses sans avoir une approche globale, et surtout sans avoir pris en compte l'utilisateur final qui est l'habitant. Et donc ça revient effectivement à penser les technologies indépendamment de leurs utilisateurs. Et donc, le projet de mon diaporama, là, c'est de montrer aussi que le modèle constructif de bâtiments éco-performants, enfin moi je l'appelle éco-performant, c'est BBC, c'est BPOS, c'est tout ce qui tourne autour de ça, repose sur un pari hasardeux sur les comportements des usagers. Tout à l'heure, Mathieu a parlé d'incertitude, c'est ça. En fait, on ne sait pas trop ce que font les usagers dans leur maison, et on fait des hypothèses. Et donc l'idée, c'est d'aller vers ce que j'appelle une éco-socio-conception.
éco-conception, déjà, ça dit un certain nombre de choses, mais éco-socio-conception, ça veut dire réintroduire l'homme dans les façons de concevoir des projets plus écologiques. Alors, les éléments de contexte, je les passe. Alors, les principes du bâtiment performant sur le plan énergétique, nous, on l'a appelé le MCPE, c'est un modèle constructif de performance énergétique. Si vous le connaissez, c'est l'architecture bioclimatique, des matériaux performants. Donc là, je vais très vite, parce que c'est ce que vous connaissez. C'est une enveloppe, c'est de l'éclairage naturel, c'est optimiser les apports solaires, c'est de la ventilation hygro-réglable, etc., etc. Et puis, on truffe tout ça de smart grids, de micro-grids, de smart meters, on fait de la domotique, et on prône l'Internet des objets. Donc, la maison du futur, enfin, la maison actuelle, celle qu'on est supposé commencer à mettre en œuvre de façon à grande échelle, c'est la fameuse maison intelligente. Je regarde Françoise parce qu'elle m'a inspiré les choses quand je l'ai rencontrée. Donc, BBC, BPOS, c'est des réalités technocentrées aujourd'hui. Et de fait, les normes techniques qui sont portées par ces bâtiments vont structurer les normes sociales. C'est-à-dire que, par exemple, la norme technique du confort thermique, c'est 19 degrés, elle s'impose aux habitants. Et donc, elle s'impose comme une norme, finalement, que l'individu doit intégrer. Dans vos bâtiments où vous travaillez, où vous étudiez, c'est 19 degrés. Vous avez froid, tant pis pour vous, vous habillez. Vous avez chaud, tant pis pour vous. Vous déshabillez ou vous sortez. Les normes techniques donc, structurent les normes sociales. Les programmes s'imposent aux occupants, dans les bâtiments collectifs, dans les bâtiments publics. Vous n'avez pratiquement pas de maîtrise sur le confort thermique. On vous impose un certain niveau de température, que ce soit en hiver comme en été. En hiver, encore, on a chaud, c'est pas très grave. Mais en été, certains ont très froid dans des bâtiments hyper climatisés. On ne peut pas grand-chose contre ça, puisqu'on ne maîtrise plus en tant qu'humain. Et puis, les conditions d'usage sont contraignantes. Les équipements sont de plus en plus sophistiqués. Donc, j'ai fait des photos de certains d'entre eux que je vais vous montrer. Les consignes sont inattendues dans les nouveaux bâtiments. Des fois, il ne faut pas ouvrir les fenêtres, il ne faut pas poser de papier sur les murs, il ne faut pas faire de trous dans les murs, etc. Les modes d'emploi sont souvent absents, sont incomplets, sont illisibles, trop complexes. Et puis on dit souvent aux habitants, il n'y a qu'à vous adapter. Et donc on analyse les usagers comme des entraves en fait aux performances. Alors là j'ai pris ces photos à la Maison de la Recherche Toulouse-Jean Jaurès. La Maison de la Recherche a été livrée il y a maintenant une petite année. Elle est soi-disant performante. Et il y a 2 mois, dans les couloirs, qu'est-ce qu'on voyait? Des cartons d'emballage de convecteurs électriques. Ah oui, c'est que le carton là. Mais, du coup, les convecteurs équipent aujourd'hui tous les bureaux. Donc là, j'en ai pris que 5 ou 6, mais il y en avait une flopée. Pourquoi? Parce qu'au bout d'1 an, tout le monde se plaignait d'avoir froid. Objectivement ou subjectivement parlant, peu importe, mais tout le monde se plaignait. Pour taire les plaintes, on a rajouté des convecteurs. À droite, c'était un ancien bâtiment, les bâtiments Candilis, anciennement le Mirail. Et donc, on avait des radiateurs électriques à côté, des baies vitrées qui, elles, étaient des passoires thermiques considérables. Mais il y avait des convecteurs électriques un peu partout. Alors que le Mirail, souvenez-vous, il était chauffé avec l'incinérateur. Et on avait normalement la possibilité de se chauffer intelligemment, si tant est qu'au lieu d'acheter des convecteurs, on puisse peut-être changer les... Et pendant des années, on a vécu avec des convecteurs électriques. Alors là, je passe dans un équipement que vous trouvez dans tous les logements, c'est les frigos. En haut à gauche, vous avez donc, tout à fait à gauche, une espèce de... il y a des boutons, voilà. Des boutons. J'appelle ça l'enfer des boutons. On ne sait pas à quoi ça sert. C'est sur la porte avant du frigo. Et puis, alors c'est dommage, on ne voit pas assez bien. Et puis, la deuxième image, c'est les caractéristiques du réfrigérateur. Alors,